Depuis près de 10 ans, un café haut de gamme, rare et précieux, révolutionne le petit monde de la torréfaction. Le café dit de spécialité. Nous allons partir à la découverte de ces cafés d'exception, en commençant par le Panama, où la Finca Deborah a mis en avant la variété Geisha, aux notes aromatiques intenses et multiples. Puis nous ferons escale à La Réunion, afin de comprendre pourquoi le Bourbon pointu fait partie des grands cafés, rares et très recherchés, cultivés par de petits artisans à la recherche de l'excellence. Enfin, nous nous rendrons en Colombie pour déguster l'Eugenio Ides, une variété cultivée en altitude sur les hauteurs de Cali par la Finca Inmaculada pour un résultat, là encore, exceptionnel. Volcán est situé dans le nord du Panama, dans la province du Chiriquí, au pied du volcan Barú. Cette terre de café se distingue par la présence d'un microclimat froid et pluvieux provoqué par la proximité des océans Pacifique et Atlantique. Hippolyte Courty est l'un des grands spécialistes des cafés d'exception et suit de près la production de la Finca Deborah. En l'espace de 10 ans, Jamison Savage, un Américain originaire de New York, a propulsé son café dans les hautes sphères de la gastronomie en remportant de nombreux prix internationaux. En choisissant de cultiver une variété exigeante et de la planter à 2000 mètres d'altitude, son pari était doublement risqué. Non seulement on ne trouve pas habituellement de café à ces hauteurs, mais en plus tout prend beaucoup plus de temps pour y pousser. La rigueur et la précision commencent par la sélection manuelle de toutes les graines qu'il va faire germer. Ce travail de titan est nécessaire pour révéler la qualité de la variété qu'il a fait connaître, le Geisha. Originaire des forêts primaires d'Éthiopie, ce café est tombé dans l'oubli avant d'être redécouvert dans les années 60 au Panama. L'altitude est un facteur critique dans la production du café. Je pense qu'à Deborah, nous sommes en gros entre 1900 et 2000 mètres et c'est considéré comme extrême. Tout l'intérêt, c'est qu'on est vraiment à la limite haute de la caféiculture. On est dans des conditions extrêmes. Normalement, une fois qu'on a planté un arbre, un caféier, on a de la récolte au bout de 3 ans. Et lui, il faut 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il est à très haute altitude, à plus de 2000 mètres, il fait très froid la nuit, il y a des périodes où il fait très froid, et donc effectivement il laisse ses jeunes pieds en pépinière pendant longtemps, pendant plus d'1 an, pour avoir un tronc solide et surtout un système racinaire très développé, très mature, pour que quand il les plante à haute altitude, ils puissent s'épanouir au mieux. Depuis la ferme, il faut une bonne heure de route pour monter vers les plantations sur les flancs du volcan. Elles se fondent dans la forêt primaire. En ce mois de février, les équipes sont en pleine récolte. Les caféiers sont chargés de cerises, les fruits renfermant les précieux grains. Il faut toujours de l'ombrage pour l'arabica qui craint vraiment la morsure du soleil. Et ici, c'est un ombrage très diversifié. Et là, on est dans une forêt, c'est absolument magnifique. Et il y a plein d'interactions qui se jouent au niveau racinaire, évidemment, mais aussi au niveau des oiseaux, des animaux qui sont là et qui créent un équilibre, un écosystème équilibré et assez vertueux pour le caféier. Hippolyte Courty est là aussi pour conseiller la Finca Deborah sur sa transition vers la biodynamie. C'est la première récolte significative pour le Geisha en biodynamie. Il la surveille avec beaucoup d'intérêt. Comme vous avez pu le voir, tout est fait à la main ici. Il n'y a pas de machine pour récolter le café. Nous avons une pente assez raide, environ 30 à 35 degrés à certains endroits, voire plus. En outre, les cerises ne mûrissent pas en même temps. Il faudra repasser ici 4, voire 8, 10 fois pour cueillir ces cerises parfaitement mûres. Nous, ce qu'on cherche dans le café, dans vraiment les plantations de grande qualité, c'est cette couleur de café.
elle est rouge, elle est belle, elle est rubis, on a l'impression d'avoir une cerise burla. Et à l'intérieur, quand on appuie, vous voyez, il y a plein de jus, voilà, ça saute, et il y a plein de chair. Et évidemment, très juteuse. On a des arômes de poire, d'abricot, de jasmin, de pêche qui explosent déjà, et on va chercher la sucrosité et l'acidité. Nous avons commencé la récolte il y a environ 3 semaines. Et nous travaillons toujours actuellement sur la tête de la récolte, c'est-à-dire le début. Nous avons la tête, le cœur et la queue de la récolte. Elle va se poursuivre encore dans les 3 prochains jours, probablement. On est sur quelque chose de plus cohérent, de plus régulier dans ce que l'on cueille. Une fois les sacs remplis, les cerises sont acheminées vers le hangar pour éviter qu'elles ne fermentent au soleil. Elles vont être placées sans délai dans des cuves de fermentation en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. On va mettre le thermomètre dans la bonne position. En 2006, un de mes amis vignerons m'a fait découvrir la méthode de vinification par macération carbonique, qui n'avait jamais vraiment été pratiquée dans le café. C'était encore très expérimental, et c'est toujours un peu expérimental. Tout est mesuré et contrôlé régulièrement, que ce soit la température ou le pH. C'est là que nous fermentons nos cafés selon une méthode anaérobie. Nous fermentons aussi nos cafés en utilisant 2 gaz différents, nous utilisons du CO2 et nous utilisons de l'azote. C'est ce genre de fermentation qui a permis à la Finca de remporter il y a quelques années plusieurs titres prestigieux dans des concours internationaux. Une révolution dans le monde du café. De retour à Volcán, nous survolons les immenses serres ventilées de la plantation. C'est ici que se déroule en grande partie le séchage des cerises après leur fermentation. Les serres captent toute la chaleur du soleil et en pleine journée, la température y dépasse allègrement les 40 degrés. On les met d'abord sous le soleil pendant 7 jours pour tuer justement toutes les bactéries et puis après les faire sécher très très doucement. Ça s'appelle un séchage long justement. Sur l'un des séchoirs, on retrouve la récolte qui est passée par la fermentation en anaérobie. L'odeur est très différente de celle d'un café naturel séché traditionnellement. C'est un peu comme avec le vin, vous sublimez tout l'arôme qui se dégage du café. Et tout de l'arôme jusqu'à la saveur, en passant par le cycle de séchage, est très très différent. Ainsi, les cafés anaérobies, qui passent beaucoup de temps dans une cuve, prennent en fait moins de temps à sécher car les sucres ne sont quasiment plus dans le café parce qu'ils ont été consommés par les bactéries. Ce dont il faut avoir confiance, c'est qu'une installation comme ça, voilà, il y a très peu de producteurs qui l'ont. Ça demande une infrastructure, ça demande une attention intense au moment du séchage et une grande main-d'œuvre, puisque les cerises sont remuées toutes les heures. Imagine, il y a 24 heures dans une journée, donc il y a quelqu'un qui en permanence va remuer les cerises. Nous sommes dans la salle où l'on va principalement dépulper les cerises après le séchage. Cette étape concerne aussi bien les cerises qui ont été fermentées que celles qui ont été séchées naturellement au soleil sans fermentation.
Elles vont sur ce que l'on appelle un lit africain surélevé, où la cerise entière est séchée au soleil sur ces lits. Nous ne fermentons pas ce café. Il s'agit d'un café naturel. Ainsi, la cerise de café, lorsqu'elle se détache de l'arbre, est d'un rouge vif. Elle ressemble à une cerise et c'est le résultat final lorsque le café est séché à 11%. La machine, très rapidement, bien sûr, va les dépulper. Cette cerise est très sèche et il vous reste la graine. Il s'agit d'un grain de café vert qui est en réalité une graine. Et il y a 2 générations de machines ici. Et effectivement, au lieu de risquer de casser les grains et de les chauffer, ici on passe à travers des trous, on force les cerises à passer à travers les trous et ça déshabille en fait la cerise, le grain de l'écorce. Et du coup, il n'y a pas de chauffe effectivement, on n'utilise pas d'eau et c'est très rapide en fait à faire et ça ne casse pas les grains. Hippolyte attend avec impatience la séance dite de cupping, une étape cruciale qui dépasse une simple dégustation. On va pouvoir comprendre la différence entre le café qu'à l'arbre à café on achète et qu'on a développé le biodynamique et puis les autres avec à chaque fois une fermentation différente. Donc il y en a qui sont naturelles, il y en a qui sont lavées, il y en a qui sont avec de la fermentation carbonique, d'autres anaérobie, d'autres étendues, courtes, etc., parce que le producteur s'amuse justement à révéler tout le potentiel de ces cafés en mélangeant et en diversifiant les fermentations. Alors voilà, le premier café est un café lavé, il s'appelle terroir, et terroir a été fait en mode traditionnel. Déborah, ce café a remporté le championnat du monde barista en 2016. Et le dernier, et non des moindres, est le geisha naturel biodynamique Finca Deborah. Il s'agit donc d'un café produit en biodynamie. C'est un café naturel très caractéristique du geisha. L'expérience passée d'Hippolyte dans l'œnologie l'aide beaucoup dans ses séances. À chaque tasse, il lui faut analyser avec le plus de précision possible les arômes qui se dégagent durant les différents stades du cupping, de la mouture à l'infusion. Avec les fermentations, on peut se dire il va arriver avec des cafés très musclés, un peu outrageants pour un palais français, et puis fait justement pour des gens qui veulent l'intensité absolument. Et en fait, il y a une élégance absolue partout. C'est vraiment nickel, fondu absolument impressionnant. Lors de la phase suivante, on aspire bruyamment d'un coup sec le café pour qu'il puisse atteindre tous les capteurs sensoriels situés dans le palais. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de garder un focus sur l'agriculture, sur le terroir, et de faire rendre au café toute son élégance, tout son potentiel par le process, et non pas de faire simplement du café qui exprime une fermentation ou une technique. Quelques mois plus tard, Jamison et Hippolyte Courty se retrouvent à Paris dans l'atelier de l'arbre à café pour torréfier et tester ensemble un lot arrivé de la Finca Deborah. On va prendre un échantillon et on va tester l'humidité. On sait qu'il est de très haute altitude, la plus haute altitude qui soit au Panama. On sait que c'est une variété qui s'appelle le geisha et donc qui est très ouverte et donc qui va être très sensible à la chaleur. Et on sait aussi que c'est un process
qui a pas mal déstructuré les cellules. Donc il va falloir être prudent justement sur la torréfaction. Et là, on va confirmer la densité ici de 819 grammes par litre, c'est-à-dire que c'est un café qui est très dense, effectivement de grande altitude, et puis ici qui est très sec puisqu'il est à 9,5% d'humidité. C'est un café qui est en capacité d'absorber de la chaleur, mais point trop, donc il faut de la délicatesse. En revanche, comme c'est un café vraiment extraordinaire, nous, ce qu'on veut lui faire rendre, c'est ce qu'il a vraiment dans les tripes, ce qu'il a dans le cœur, et donc d'aller chercher les huiles essentielles qui sont au cœur. Le café de Jamieson ne lui appartient plus. Il doit maintenant faire confiance à Hippolyte et son équipe. Et oui, le café poursuit sa route. C'est un très très long voyage, depuis le début jusqu'à la torréfaction, entre des mains expertes, comme celle d'Hippolyte, où le café est transformé d'un produit vert en un produit torréfié. C'est une partie très complexe dans la transformation du café. En cours de route, il existe de nombreuses façons dont ce café peut être pollué ou endommagé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement une longueur en bouche extrême et un développement. C'est ce qu'on appelle la complexité ou la richesse. Et celle-là, elle se met en place en fait au fur et à mesure des mois, après la période qu'on appelle du repos, de reposo, et ensuite après la torréfaction. Donc là, nous, ce qu'on check simplement, c'est ok, est-ce que c'est la même chose qu'on a goûté là-bas et ce qu'on a demandé qui nous arrive. Donc c'est vraiment une première torréfaction de contrôle qualité, grosso modo. On l'a fait avec le café vert et puis après avec le café cuit. Ce geisha élevé en biodynamie n'en est qu'à ses débuts, et pourtant, il atteint déjà des sommets. Nous changeons complètement d'univers en partant dans l'océan Indien pour l'île de la Réunion. Dans le sud de l'île, au-dessus de Saint-Pierre, on cultive un grand cru très confidentiel, le Bourbon pointu. Après avoir traversé Saint-Pierre, puis la commune du Tampon, nous atteignons la plaine des Cafres où Éric Paillet exploite plusieurs parcelles de Bourbon pointu. Il a été rejoint par Patrice Deberge, chargé de transformer son café après la récolte. En fait, le Bourbon pointu, lui, s'il n'a pas de feuillage, c'est un arbre qui meurt tout de suite. Et la difficulté pour retrouver les cerises, c'est son feuillage qui est dense. Donc, je veux dire, heureusement que les cerises sont bien rouges, donc on voit bien dans le vert. Moi, je goûte comme ça par réflexe. Et là, c'est très sucré déjà. Alors, pour avoir une bonne maturité du café, pour le ramassage, c'est le rouge, bien rouge. On appelle ça, on dit le rouge Bordeaux. Quand c'est comme ça, rosé, c'est pas bon. Alors voilà, un joli grain de Bourbon pointu, à la forme, on le voit déjà. Ce qui se passe, on va le dépulper. Voilà. Et là, on va trouver un grain. Tiens, ça c'est bien. Après, on va enlever la petite pâche là-dessus. Et on va se retrouver vraiment un petit café pointu. En Amérique du Sud, ils vont même l'appeler grain de riz. Le Bourbon pointu est une variété du caféier d'Arabie, le Lorina. Il a été découvert à La Réunion en 1771, probablement par un des nombreux navires qui venaient d'Inde. Ici, on est à 1100 mètres d'altitude. Bon, ici, en hiver, c'est, allez, on peut descendre jusqu'à 5-6 degrés. 5-6 degrés. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de traiter mon café par rapport à l'altitude. Si on était à 700 mètres d'altitude, il y aurait eu un traitement par rapport au petit papillon qu'on appelle le Smaraldina. Et c'est un petit papillon dévastateur pour le café. Lui, il bouffe tout, les grains, l'arbre,
Et donc moi j'ai pas ce problème-là. Le froid reste une préoccupation importante. Oui, ben moi 2 années de suite, il y a du givre qui est tombé sur quelques pieds de café. C'est comme si on avait mis du désherbant, il grille le feuillage et puis le pied de café après il meurt. Il arrive parfois qu'en pleine récolte, des fleurs réapparaissent. Ben, c'est le microclimat, c'est les petites pluies qui arrivent comme ça avec les fronts froids. Et ben, ça donne quelques fleurs. On voit bien que c'est bien décalé les saisons. Alors, ce qui se passe ici, il va avoir un goût différent, c'est-à-dire plutôt le côté cacao, vraiment très cacaoté son café, et quand même des petites notes d'agrumes. Comme pour le thé, la cueillette s'effectue dans la durée. Ici, en général, ça démarre en juillet, août, et ça se termine en décembre, des fois voire janvier. Donc ça dure quoi, 6 mois, 5-6 mois environ. Et après, il y a l'entretien des arbres, on va dire quoi, 6 mois sur l'année, qu'il y a du boulot vraiment intense pour le café. La partie sud de l'île est composée de plusieurs volcans, dont le piton de la Fournaise qui entre régulièrement en éruption. Le manque de terre complique la culture du café. Ça c'est que de la roche, de la lave volcanique. Et c'est un terrain sur cette parcelle-là, c'est que de ça. On a quoi, 20 cm de terre. Et je veux dire, c'est peut-être ça aussi qui fait la qualité de mon café, je ne sais pas. C'est des terrains très difficiles à mécaniser. Ici, pour planter un arbre, soit on prend la petite mini-pelle pour fouiller. Sinon ça, on n'arrive pas à avoir un trou correctement pour planter l'arbre. Comme c'est un terrain très rocailleux, si on n'a pas de l'eau d'irrigation, je veux dire, on a des difficultés à tenir les arbres vivants par rapport au sol justement. Et la période de sécheresse, en général, ça démarre au mois d'août jusqu'à décembre, voire janvier, avec la saison des pluies qui démarre au mois de janvier, c'est la période des pluies, période cyclonique. Sinon, on n'a pas d'eau. Faire pousser du café dans ces conditions demande beaucoup de patience. Parce qu'au bout de 3 ans seulement, il a fait sa première récolte, sa petite récolte. Et c'est là où tu sais ou pas, après test, si tu as un bon terroir. Alors voilà, c'est un coup de poker gagnant. De 2 jours de récolte. De 2 jours de récolte à 3 personnes. Ma femme et mon fils. Pour peser, tu arrives? Oh, ça va pas. Et ton téléphone qui... Ouais. Alors là, on a 19 kilos et des poussières. Je dois récupérer ce café, le mettre à sécher au soleil, au plus vite. Et là, il me faudra exactement 1 mois pour qu'il soit vraiment sec. Alors voilà, on va passer au séchage. Le soleil. Là, ça suffit. Et là, il faut à peu près 1 mois de soleil, une bonne intensité, niveau chaleur. Et là, c'est minimum 1 mois. Voilà, heureusement que la période de récolte se passe en hiver, parce qu'en hiver, on a du soleil, à moins qu'il y ait un front froid, pas trop de chance. Et si c'était en été, ce serait la galère pour le séchage, soit du gros soleil. Alors maintenant, pour avoir 1 kg de café torréfié, il nous faut exactement, en ce qui concerne le Bourbon pointu, il faut à peu près 8 kg de cerises pour obtenir 1 kg de café torréfié. On a mis ça la semaine dernière.
Voilà, récolte de 2 jours, 45 kg 300. Voilà. Bon, c'est de la qualité. Ouais. C'est du café grand cru, café de spécialité, très très rare. Alors ça a un prix, mais le caféculteur, il mérite son salaire parce que c'est du boulot. On a une récolte par an. On produit à peu près du Bon Pointu de la Réunion. Cette année, on aura peut-être 1,5 tonne de grains verts, pas plus. Alors c'est de l'or. Voilà. Nous sommes maintenant dans les faubourgs de Tampon chez Patrice Deberge. C'est dans ce petit atelier qu'il transforme les récoltes d'Éric Paillet. Tout est soigneusement stocké à l'abri dans des sacs. Ça colle encore, après 6 mois. Ça ressemble à des raisins de Corinthe. Et puis, en termes de qualité, c'est vraiment un plus. On a vraiment un café après torréfaction très sucré. Vraiment qui sort de l'ordinaire. Vous voyez ? On va trouver des notes de confit. Vraiment de compote, de fruits confits. Alors, on va décortiquer ça. Patrice a longtemps cherché avant de dénicher ces machines petites mais performantes, idéales pour des récoltes de faible volume. Après, une opération très importante, c'est le calibrage. Après qu'on ait sorti la peau, on va se retrouver à des grains, des gros grains, des petits grains qu'il faudra séparer. En général, la plupart des cafés, c'est du calibre 20, 22, 18. Nous, le Bourbon Pointu, on est plutôt du 16 et du 14 et du 12. Les petits 12 pointus, ici à La Réunion, en créole, on appelle ça ticanote. Ça veut dire petite barque. Voilà comment les anciens appelaient ce café. Et voilà le Bourbon Pointu, le grain qu'on trouve en général, c'est du 14. Voilà, ça c'est du grade 14. Là il s'agit des petits cafés, les fameux ticanotes. Voilà, vous voyez la forme. Ticanote, ça veut dire petite barque en créole, pointu sur les deux abords. En général, les torréfacteurs en Europe, ils n'aiment pas trop. Pourquoi? Il y a la qualité, il y a le goût, mais c'est au niveau de la torréfaction. Les petits bouts là des extrémités vont brûler avant le milieu. Et là, on va faire une torréfaction qu'on appelle robe de moine, c'est-à-dire médium, légère. Donc voilà, c'est parti mon petit. Voilà. Ça va descendre. Et là, on est parti pour à peu près 20 minutes. Voilà. Voilà, vous voyez les petits grains, les petits craques. Là, on est robe de moine. Ça y est, et on y va. Alors, on entend bien les craques. Alors après là on va laisser dégazer pendant 72 heures. Parce que d'ici là on boit ce café, il aura un goût de brûlé. Alors il va dégazer, c'est le mot. Patrice se rend maintenant sur une autre parcelle du côté du cirque de Sillaos. Une ancienne caldeira spectaculaire, dominée par le piton de la fournaise. La récolte doit bientôt débuter sur un terroir qui offre aussi un café d'une qualité exceptionnelle. On est au Maroc, dans les Hauts de Saint-Louis. Ici, on a un terroir différent. Donc, les plantes vont pousser différemment. Ça va nous donner un Bourbon Pointu vraiment différent au goût par rapport à ce terroir des Macs. Ici, on va avoir vraiment un Bourbon Pointu très fruité. Il y a des notes d'agrumes, citron, orange. Ici, c'est un mix. On a de la terre. On a aussi du volcanique. Si on part là-bas, on verra, il y a une petite falaise où dessous, c'est vraiment volcanique. Mais il y a plus de terre, évidemment. Ça change tout au niveau du goût. Voilà, au niveau des graines. Très sucré. Toujours naturel. Ouais, ça c'est extra.
Après séchage, affinage, ça va faire un super café. Voilà. Par contre, cette année, il n'y aura pas beaucoup de baumes pointus, hein, parce que c'est une année assez spéciale avec le réchauffement climatique. Voilà. Ça c'est joli. Hein. Et sur une petite parcelle comme ça, on peut faire autant que chez Eric. En quantité, hein. La qualité est toujours là. Mais en termes de quantité, ici, c'est pas mal, niveau rendement. Ici, sur cette petite parcelle, on va faire allez, 20% de plus que chez Eric. Voilà. Le Bourbon pointu reste un café rare et surtout très fragile, sujet à tous les soubresauts climatiques. Un coup de vent, un stress, il va perdre sa moitié. Ça n'a pas été taillé par l'homme, hein, pas du tout. Hein. Malgré les aléas de la nature, sur l'ensemble des parcelles avec lesquelles il travaille, Patrice va transformer cette année un peu plus de 4 tonnes de cerises. Un rendement bien modeste par rapport à la production d'autres pays, mais qui ravira les fidèles passionnés de cette variété. Avec l'arrivée des cafés de spécialité, un personnage a pris de l'importance, le barista, le spécialiste de la préparation du café, de la torréfaction à la tasse. Eric et Patrice sont venus rendre visite à l'un d'entre eux, Mathieu Grasset, installé à Saint-Gilles. À ses côtés, ils vont suivre la torréfaction de leur production. On aime bien avoir une torréfaction légère en général, mais encore un petit peu moins pour celui-ci qui a beaucoup d'arômes. Donc du coup, si on le grille un peu trop, ça gomme un peu tout cette aromatique qu'il a. Donc, du coup, on essaie que ça soit un peu léger. Et une alchimie entre l'entrée en température, le temps de cuisson et la puissance des gaz, quoi. Donc il y a une petite alchimie à avoir dans tout ça. Ah, c'est différent pour chaque grain, donc du coup c'est pour ça qu'il y a 2-3 tests qui se font en général quand on a un nouveau café. C'est vraiment différent. Pour chaque café, Mathieu enregistre tous les paramètres de torréfaction, les températures, la circulation de l'air, les durées. Toutes ces données sont affinées après chaque séance et c'est l'ordinateur qui dirige ensuite le process. Là, il a des courbes bien définies. Et puis, comme moi, je fais plutôt un café naturel, dès le début, sans lui dire, j'ai voulu quelqu'un qui fasse des espressos avec. Des petites liqueurs puissants, hein, avec une bonne créma. Et pour ça, j'ai emmené mon café et sans lui expliquer, il a compris. La bonne cuisson, la bonne courbe. Et ça, c'est fantastique. Nous, on travaille dans le champ, on transforme le café. Et puis maintenant, il faut le mettre dans des bonnes mains pour la torréfaction. Et aussi après pour l'extraction. Il y a un premier crack à entendre quand le café va éclater et ça va permettre de connaître sa phase de développement, enfin la fin de cuisson. Voilà, on a entendu craquer, donc je le note et après il y a un temps de développement, donc ça me permet de savoir ma fin de cuisson qui est proche. Et là, la dernière étape, c'est on envoie de l'air et puis ils sont brassés pour stopper la cuisson le plus rapidement possible pour éviter que ça cuise après. Ouais, les Japonais, L'expérience du barista intervient aussi sur la finesse de la mouture, la température de l'eau et la durée de l'extraction. toujours un portefeuille propre, hein, c'est la base. Moi je sais que j'aime bien une petite extraction autour de 25-27 secondes, là c'est ce qu'on a. Pour gommer, rendre neutre un peu la bouche avant de commencer à boire. Du producteur. Merci. Qui boit sa tasse de café. Fini. Je trouve un goût d'agrumes. Je sais pas moi, Patrice. Hein, la petite créma là. Ouais. Quand tu as torréfié le café Ouais.
Quand tu l'as torréfié? On l'a torréfié il y a... Je vais te dire ça. On a torréfié ça 30 août. Ah voilà. Donc il y a 3 semaines. 3 semaines, ouais. Il y a une différence, il est beaucoup plus fin déjà. Et là on ressent bien le goût, enfin je sais pas, le cacao. Là, c'est vraiment plaisant de pouvoir déguster une petite tasse de café avec le producteur. C'est vraiment sympa. Puis de savoir que ça leur plaît, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, c'est la douceur. Il est presque sucré. On n'a pas mis de sucre, bien sûr. Il est presque sucré et velouté. Franchement, je ne sais pas si je vais pas venir tous les jours prendre un petit café. Nous partons à présent pour la Colombie, 3e producteur mondial de café. Pour trouver un café de spécialité, nous rejoignons la région de Cali à 1000 mètres d'altitude. Avec ses 2,5 millions d'habitants, elle est la 3e ville du pays. Santiago de Cali, de son nom complet, est connue pour être entre autres un épicentre de la musique salsa. Fondée en 1536 par les conquistadors espagnols, la ville a longtemps défrayé la chronique par la guérilla et les cartels de drogue. Aujourd'hui, la paix est revenue et les quartiers les plus anciens abritent des restaurants et des bars très prisés, notamment pour y déguster un bon café. La région andine de la côte pacifique autour de Cali a attiré très tôt des peuplades amérindiennes qui y trouvaient là de bonnes conditions climatiques. L'architecture de l'histoire coloniale donne un cachet particulier au centre-ville qui attire de plus en plus de visiteurs. La région qui nous intéresse se situe bien au-dessus, sur la cordillère occidentale, autour du parc naturel de Farallones. Près du pic de l'Oro, les conditions climatiques ne sont pas toujours simples pour l'agriculture, entre l'humidité, les vents qui remontent du Pacifique et la fraîcheur de l'altitude. Le village de Pichinde est à la fois un lieu de résidence secondaire pour les habitants de Cali et un pôle d'activité orienté vers la culture du café. Un marché qui a pris encore de l'ampleur en 2010, date à laquelle la famille Ogwin a décidé de s'y implanter. Installée dans cette ancienne école privée, la Finca Immaculada dispose d'un vaste domaine où elle cultive différents types de café. Elle s'est tout particulièrement illustrée en mettant en lumière une variété peu connue, l'Eugenionides. L'équipe est jeune et talentueuse. Chaque matin, comme un rituel, ils se retrouvent autour d'une tasse de café provenant d'une des récentes récoltes pour échanger leurs impressions avant de démarrer leur journée. En 2021, leur café a remporté plusieurs titres prestigieux, propulsant leur plantation sur le devant de la scène. S'étendant à l'origine sur 5 hectares, la propriété dispose à présent d'un terrain 10 fois plus grand, nivelé à différentes altitudes. À El Jardín, ce matin, les récoltes de cette parcelle sont achevées. Elles sont à présent aspergées d'une préparation biodynamique. Nous effectuons une aspersion pour l'alimentation foliaire. Ce sont des produits 100% biologiques, ils ne polluent pas l'environnement et ne sont pas préjudiciables pour la faune. À Immaculada, nous contrôlons les mauvaises herbes à la faux, ce qui permet de toujours maintenir une couche de biomasse sur les parcelles afin de maintenir l'humidité, ce qui permet une gestion de l'environnement 100% naturel avec le travail à la machette et sans herbicides. À El Jardín, la finca a développé toute une zone en agroforesterie. Une cohabitation harmonieuse entre la forêt primaire, les plantations d'arbres fruitiers et différents types d'animaux tels que des oies ou des poules. La plantation prépare ainsi sa conversion vers la biodynamie. Nous savions que nous étions sur une très bonne zone. L'altitude, la différence de température entre le jour et la nuit, les vents du Pacifique, toute la nature qui nous entoure, les rivières, les forêts, tous ces facteurs
nous ont permis d'obtenir de très beaux caféiers avec de belles cerises qui se sont avérées magnifiques et très aromatiques. La parcelle la plus élevée se situe à Las Nubes, entre 1800 et 2000 mètres d'altitude, là où s'épanouit le fameux Eugenioides, une variété qui a failli complètement disparaître avant que la finca ne s'y intéresse. Les arbres sont moins grands et moins denses que d'autres variétés. Leurs cerises sont aussi plus délicates. La cueillette exige donc davantage d'attention, d'autant plus que le volume de la récolte est modeste. La variété Eugenioides se plaît ici en raison de l'altitude. Nous sommes à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui nous permet de produire un café d'excellence. Le sol est également particulier, c'est un sol dans lequel il n'y a pas de rétention d'eau. Sur l'autre versant, on retrouve des arbustes plus solides, que nous avons déjà vus au Panama. Ce sont des caféiers de variété geisha, reconnaissables à leurs grosses cerises. Lorsque l'on atteint un stade en agriculture où on peut se permettre d'avoir de l'agroforesterie, c'est vraiment un avantage très sérieux. Et c'est pour cette raison que nous avons une forêt avec des caféiers qui font quelque chose de magnifique, un terroir parfait, et c'est ce que j'appellerais un véritable joyau planétaire. Toutes les récoltes du jour sont acheminées vers El Jardín où elles vont être triées à la main. Une opération fastidieuse mais primordiale pour maintenir un haut niveau de qualité. Que ce soit pour l'Eugenioides ou le geisha, le principe est de retirer les cerises qui présentent des défauts ou des maturations trop avancées. Elles seront utilisées éventuellement pour produire des cafés de moyenne gamme. Le tri permet aussi d'éviter la présence de parasites qui pourraient se trouver sur les cerises trop mûres. Pour cette partie, nous effectuons toute la sélection des cerises à la main. Nous n'utilisons aucune machine dans ce process. Voici les différents stades de maturation. Vert, vert orangé, orangé, rouge, rouge-brun, grenat et sec. Alors, quels sont les stades de maturation que nous considérons comme corrects? Rouge et rouge-brun. Le taux de sucre est très surveillé. La logique est que si nous avons un bon degré Brix au départ, c'est-à-dire la teneur en sucre, à la fin du processus, ce degré est beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que le sucre est un aliment pour les micro-organismes qui nous aide à nuancer les saveurs. Le pH, lui, devient beaucoup plus acide parce que c'est le milieu qu'apprécie le type de micro-organisme que nous recherchons ici à Inmaculada. La sélection de cerises d'Eugenioides est rassemblée pour être stockée dans une cuve de fermentation. Le Soudan roumain est une variété qui fermente pendant 5 à 7 jours. L'Eugenioides est une variété qui fermente pendant 9 jours. La Lorina, notre variété la plus light, fermente jusqu'à 10 jours car elle doit beaucoup plus s'exprimer. Rien n'est ajouté dans le processus. La fermentation se fait juste sous vide d'air. Toutes les variétés ne doivent pas être fermentées de la même manière, car la fermentation ne consiste pas à ajouter des saveurs, mais à valoriser ce que le café peut nous offrir. Près des cuves, un premier séchoir accueille des cerises sorties de fermentation et d'autres variétés qui en sont dispensées. Ici, la précieuse récolte est tenue bien au chaud.
Ce jour-là, alors que le soleil est caché sous les nuages, la température de la serre atteint les 40 degrés. Il y a des variétés comme le geisha que nous ne faisons pas fermenter après la récolte. Elle passe directement au séchoir parce qu'elle a des notes très délicates, des notes de jasmin, alors que la fermentation fait plutôt ressortir les notes fruitées. Donc ces notes délicates élégantes se perdent. C'est pourquoi c'est l'une des variétés que nous ne faisons pas fermenter. Sur chaque fiche figure précisément le jour et l'heure d'arrivée des cerises, pour pouvoir contrôler au mieux l'évolution du séchage. En revenant au siège de la société, que l'on appelle ici l'école, des séchoirs à bascule permettent de mieux maîtriser encore les rotations des différentes productions. Ici, c'est la deuxième phase. Le séchoir où les cafés sont beaucoup plus secs, c'est aussi la phase la plus critique pour la qualité, car le but est d'éliminer le peu d'humidité résiduelle tout en conservant les huiles essentielles qui constituent la personnalité de nos cafés. À côté du bâtiment, Alonso est en charge de la pépinière. Comme les cultivateurs du Panama, il est confronté aux difficultés liées à l'altitude et en particulier au froid. Ici, les premières germinations se font sous des couvertures. Il faut souligner que les variétés que nous utilisons ici à Immaculada, comme l'Eugenioides, est une plante très sensible et très délicate, et ce, dès la germination. Il faut veiller à ce que les pieds soient suffisamment solides avant de les planter dans les parcelles et de les laisser se développer. Lorsque les lots atteignent un volume important, ils passent après le séchage dans une grande machine de décortiquage. Pour pouvoir tester les récoltes en cours, des échantillons vont être prélevés et là encore, pour pouvoir être le plus précis possible, ils vont tous être triés à la main. Ici, ce sont les bons grains qu'on sélectionne et que l'on va emballer là-dedans. C'est Lorena qui prend ensuite le relais pour effectuer une torréfaction dans de petites machines. Là encore, il s'agit avant tout de tester les différents lots et pas forcément d'effectuer une grande dégustation. Une fois séparés des derniers endocarpes, ces ultimes enveloppes du grain, on peut débuter la mouture qui pour un Eugenioides sera plutôt fine. Le cupping n'est pas tout à fait une dégustation. Il consiste à dégager le profil olfactif et gustatif d'un café,
pour pouvoir le tester dans toute sa personnalité. Jennifer est à la fois le nez et le palais de la maison. La finesse de son analyse permet déjà de voir si le lot ne présente pas de défaut et ensuite de lui attribuer une note. L'arôme est primordial. J'évalue également le café quand il est chaud pour connaître son acidité et voir si je distingue certaines notes. Je le goûte ensuite tiède pour voir s'il y a un défaut. Ce n'est pas toujours facile d'analyser le succès de l'Eugenioides. Je résumerai les qualités d'Immaculada, ou plutôt où nous en sommes, dans la génétique, le terroir et le haut niveau de détail dans chaque partie du process. Pour moi, l'Eugenioides est un café très frais. Il est lisse. Il possède en outre des notes de mangue mûre, de cacao, d'orange. Oui, des notes d'orange et de chocolat. Et il est très lisse. C'est-à-dire avec un équilibre parfait entre l'acidité et le sucré. Le succès de ce café repose aussi sur un esprit d'équipe porté par une nouvelle génération audacieuse et passionnée. C'est sur les hauteurs de Cali que nous quittons ce monde des cafés de spécialité qui est encore en pleine évolution. Davantage que des produits luxueux à la mode, ces cafés d'exception ne sont obtenus que grâce au respect de la terre et du vivant, une rareté et un soin qui en font le prix.